Salut tout le monde, salut Massilia, salut Bruno, bienvenue au petit live du vendredi, bienvenue. Petit live du vendredi sur le Hangul, l'écriture coréenne, et puis surtout ses applications dans l'art. J'espère que vous allez bien. Je commence comme d'hab, je commence à aller dans 2 minutes, l'histoire d'attendre un peu qu'il y ait du monde. À tout de suite. Musique, la musique s'est stoppée. Donc on va commencer plus tôt. Alors, donnez-moi juste 30 secondes. Petite musique en fond. Donc j'espère que vous allez bien tous, vous avez passé un bon vendredi. Temps, on va dire un peu temps de merde, hein, vendredi. Voilà. Mais bon, c'est vendredi, le week-end, et puis pour les vacances, pour ceux qui ont de la chance. Donc je commence sur ce live sur le Hangul. Écoutez, on va commencer là dans 30 secondes. Je cache juste mes petites slides. Normalement, c'est bon. Tac. Je vais basculer. Je mets juste ma petite caméra. Et puis, ça va être parti. Normalement, je crois que c'est même plus rapide que 2 minutes. Let's go, je cale juste mon truc. Normalement, c'est good. Salut. Donc, salut tout le monde. Démarrage rapide, n'est-ce pas, Massilia? Démarrage rapide. Avec les slides, tout est calé, c'est formidable. Attendez, bon, 13 octobre. 13 octobre. On est 20 octobre. Ça, rien de 20, c'est pas possible. Au niveau de la date. Nous sommes le 20 octobre et non le 13. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc salut Bruno, enchanté, bienvenue. Bienvenue à tous ceux aussi qui tombent sur ce live. Je viens de faire juste un petit message sur Twitter et puis sur TikTok pour parler de Twitch, pour faire venir les gens. Si vous ne me connaissez pas, je suis Kogei-san. Je suis Kogei-san, spécialiste dans la vraie vie en antiquité japonaise et coréenne, donc c'est mon métier. Je fais de l'antiquité, de l'expertise, bref, et je fais aussi des conférences. Et l'idée de ce live, les différents lives que je fais sur Twitch, sont dédiés à l'art, à l'artisanat. Je présente aussi bien des focus sur des artistes, sur des objets d'art, sur des techniques artistiques. Et puis, t'es en apéro, Massilia? C'est pas grave. Tu lurques? Tu regardes en replay? Bah écoute, bon apéro. Pour le coup, j'ai commencé à l'heure. Alors, c'est pas moi. Pour une fois. Bah écoute, pas de problème en replay. Bon apéro, évidemment. Les amis, le live passera après. T'es déjà très régulier, de fan number one, donc carrément. Attends, j'ai eu un Nightbot. Qu'est-ce qui s'est passé de Bruno? Pourquoi il était pas content? Attends, je vois tes emojis. Pourquoi ils sont bloqués? Tes emotes, stop spamming emote. Bon, c'est un petit réglage. Tu peux, Bruno? Bon, je pense qu'avec les emotes, j'ai un peu forcé le réglage du bot. Mince. Je les vois, hein. Je sais pas normalement s'ils sont affichés tes pouces, mais je les vois en tout cas. C'est moi, non, mais c'est moi, hein, c'est le réglage du bot. Je sais pas, il est un peu serré là, c'est la fin, il veut passer en vacances, alors le bot il est peu pas content. Bref, c'est pas grave. T'inquiète, je les vois en tout cas. Bref, donc petit topo aujourd'hui du Hangul. Donc si vous ne me connaissez pas, donc je fais les lives, je vous invite à revoir un peu le planning des différents lives que je fais chaque semaine, en sachant que j'essaie de varier les plaisirs. Le lundi, c'est sur un objet ou sur un artiste. Tu lurk, pas de problème. Si ça passe dans le bar, non mais attends quand même. Arrête, replay, de toute façon je suis joignable évidemment pour toute question, je suis joignable comme d'habitude. Donc je fais un point régulièrement donc, sur les objets d'art, sur les antiquités, une présentation d'un objet le mercredi, présentation de mythes, on a fait les yokai jeudi, et le point graphique / photo, c'est plutôt le vendredi.
Aujourd'hui, je voulais parler du Hangul. Donc, de toute façon, si vous tombez sur ce live par hasard, si vous n'avez pas le temps de regarder, ne vous inquiétez pas. Le live, je le mets toujours en replay sur Twitch et je le mets sur YouTube. Donc, vous pourrez de toute façon y accéder. Je le laisse accessible. C'est vraiment le but. Hein, c'est vraiment que tout le monde puisse accéder et puis me poser des questions en fonction, évidemment, en fonction de ce que je présentais. Si au cours du fil de l'eau de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez juste que aussi ce sont des lives que je fais qui durent 45 minutes, 1 heure max pour les sujets comme ça. Donc je vous bouffe pas toute la soirée. Je préfère le dire parce que c'est vrai que quand on attaque les lives, c'est pas des lives gaming où on part sur... Attendez, j'ai mon t-shirt quand même, corpo, je suis corporate, Carmine. Voilà, vous inquiétez pas, je vous bouffe pas l'apéro. On est un vendredi soir, je le sais. C'est parti, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au Hangul. Le Hangul, ça tombe bien, pourquoi aussi j'en parle? C'est parce que, bon voilà, moi personnellement, je pratique le coréen. C'est, je pense, ma langue préférée, clairement, le coréen. Et pourtant je suis japonais, mais le coréen c'est ma langue préférée. Et puis le Hangul, bah voilà, ça tombe bien en ce moment, il y a les Worlds of League of Legends qui se passent en Corée, donc forcément, le timing il est bon. Donc le Hangul, c'est l'alphabet coréen. Si vous ne connaissez pas, sachez qu'au départ, dans la petite histoire, la Corée utilisait les caractères chinois. Donc c'est important parce que c'est aussi pour comprendre pourquoi aussi aujourd'hui il y a les fameux hanja, les fameux caractères chinois qu'on retrouve aussi un peu en Corée, évidemment. C'est moins poussé qu'au Japon, mais on en retrouve aussi. Maintenant, faut comprendre aussi que, à la différence, c'est que le Hangul, il a été créé qu'au XVe siècle. C'est-à-dire que jusqu'au XVe siècle, jusqu'au règne du fameux roi Sejong, je vous ai mis la date, 1419-1450, c'est quand même quelqu'un que vous devez connaître si vous vous intéressez un peu à la Corée, à la langue coréenne. Je vous ai mis sa sculpture qui est à Séoul. Qui est une très grande d'ailleurs sculpture, c'est vraiment le roi de la dynastie de Joseon qui a été très marquant dans l'histoire coréenne, puisque lui, pour faire simple, il a voulu en 1443 rendre possible, en tout cas à toute la population, à tous les citoyens, il a voulu que chacun soit en capacité d'écrire. Pourquoi? C'est parce que c'est un petit peu mal topo d'ailleurs au Japon. C'est qu'au départ, forcément, le chinois, en tout cas l'écriture chinoise, était réservée essentiellement aux élites, aux lettrés, donc ce qui veut dire que la majeure partie de la population n'était pas capable d'écrire. On était surtout sur une langue parlée et non écrite, donc c'est vrai que le système d'écriture qui a été utilisé à l'époque, c'était les idéogrammes. Donc forcément, si vous n'aviez pas les moyens ou l'accès à, en tout cas les moyens d'apprendre l'écrit, vous ne pouviez pas. Donc ça a été vraiment très marqué. Alors est-ce qu'il y a eu des écritures temporaires entre-temps, des igouigouis, je ne sais pas. Je vous avoue que c'est un truc que j'aimerais bien connaître aussi sur les prémices d'avant le coréen et voir s'il y a pas une langue, un peu un écrit un petit peu intermédiaire qui aurait pu être fait sur peut-être certaines branches de la population. Ça, on ne le sait pas encore. J'ai pas encore creusé toute cette partie socio-linguistique coréenne, mais sachez juste que c'est passionnant, hein. Je mets un truc là, le doigt dans un truc où c'est un monde hyper intéressant si on commence à étudier ça. Dites-vous juste que le Hangul d'histoire coréenne, si vous tombez sur ce live, sachez que je vous raconte l'histoire du Hangul, et déjà bienvenue, et le Hangul et puis ses applications artistiques. Donc le Hangul, c'est 1443, c'est à partir de ce moment-là que le fameux roi Sejong a eu l'idée de créer, en tout cas de faire travailler plutôt des chercheurs pour un groupe de savants, en gros, pour réfléchir à un mode, un type d'écriture, de concept, pour éviter justement d'utiliser les caractères chinois et que tout le monde puisse facilement apprendre et surtout facilement l'utiliser. Donc ça a pris 3 ans. En 1443, ça a été promulgué en 1446. Qu'est-ce qui a été promulgué? À l'époque, on n'appelait pas vraiment le Hangul. Ça a été promulgué dans un système que je vous l'ai mis ici. C'est vrai que je monte mon doigt, mais vous ne pouvez pas voir mon doigt, donc je vais le prendre avec le curseur. Le Minjongum, qui est vraiment le recueil, je dirais, je vais vous le montrer après. C'est vraiment le Minjongum qui est la clé
et qui a mis en place les règles en fait d'écriture du Hangul, parce que si vous ne connaissez pas le coréen, peut-être que si vous tombez sur ce live, bon, peut-être que c'est justement par un petit amour pour la Corée, ou bien pour les Worlds, évidemment. L'écriture coréenne est vraiment très particulière, et puisque pour moi c'est une écriture qui traverse les âges et qui peut, on va le voir, peut être appris très très vite. Je vous ai mis le Hunminjeongeum. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un recueil, un livre dans lequel ces fameux savants ont détaillé les règles de conception de ce Hangul, de ce format d'écriture qui s'appelle le Hangul. Et en gros, ils ont expliqué comment et pourquoi on va écrire telle et telle lettre, et donc leur usage, etc., etc. Donc je vous ai mis les exemplaires où vous pouvez voir à gauche là, les premières traces déjà de Hangul avec un mix avec les caractères chinois. Donc ça c'est intéressant. Je vous invite à voir, je vous ai mis le lien en dessous, à voir le site qui est lié, je vais en parler après, du musée du Hangul qui est à Séoul. Si vous allez en Corée, c'est un musée incroyable. Si vous aimez les langues, le lettrage, le type design, il faut absolument aller voir le musée du Hangul en Corée. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez le site hangul.go.kr qui vous permet d'avoir toutes ces informations d'ailleurs sur le Hangul. C'est une petite parenthèse. Donc le Minjeongeum, c'est vraiment le recueil important. Après, on va l'appeler, on va pas dire Minjeongeum, on parle du Hangul, le terme technique, le terme qu'on utilise tous, c'est Hangul. Si vous avez des questions, parenthèse, n'hésitez pas pendant le live. Si vous avez des questions après le live, je suis dispo en DM partout, sur les replays. N'hésitez pas, encore une fois, je suis là pour ça. Faut comprendre que la création d'une langue, c'est très très long, mais d'un système d'écriture, et c'est aussi long. C'est vrai qu'on se dit, ok, il y a eu des savants qui se sont mis dans une pièce pour essayer de cogiter et dire comment on va faire pour écrire. Je vous raconte pas le truc. Même je me dis que 3 ans, c'est finalement assez rapide. Alors c'est lent, mais c'est rapide aussi. Parce que 3 ans pour un système qui commence de nulle part, hein, qui se cale même pas du tout sur les symboles chinois ou autres, je trouve que c'est quand même très très fort. Et pour un système d'écriture qui, encore aujourd'hui, quand on l'apprend, je ne sais pas si vous apprenez, si vous faites un peu de coréen, mais ça s'apprend très vite. En une demi-journée, vous avez appris le Hangul, à lire le coréen. Et je trouve que ça, c'est assez incroyable. Alors, pourquoi c'est aussi facile? Et ça va être intéressant parce que justement, ce côté facile d'accès, on le retrouve aussi dans l'art, la manière dont ça va être traité d'un point de vue artistique. Et je vais vous montrer ça juste après. C'est que les créateurs ont analysé, comme j'ai mis ici, la phonétique de la langue coréenne. Et on crée des lettres déjà qui se calent sur les sons de base. Donc on part d'un écrit qui parle de la langue. Ok, la langue a été parlée. Donc on a essayé d'appliquer par rapport à cette langue des caractères chinois, comme ce qui avait été fait d'ailleurs au Japon. Mais le but, ça a été d'aller plus loin que ça et essayer de donner les clés aux gens qui savent pas écrire, leur dire ok, vous allez vous référer à quelque chose pour pouvoir former ces lettres. Et ce qui a été très intelligent, c'est que on a associé, en l'occurrence ici, les consonnes que vous pouvez voir, que sont des consonnes qui sont calées sur la forme de la bouche. Donc je vous ai mis ici le modèle. Donc pour ceux qui apprennent le coréen, bon, je pense que vous êtes déjà au courant. Si vous ne le savez pas, bah voilà, vous découvrez que les lettres coréennes, en fait, que vous voyez qui sont finalement d'un point de vue graphique simples à comprendre. Donc ça c'est déjà un premier élément. Elles sont pas, leur forme ne sort pas de nulle part. C'est que le n par exemple, c'est parce que quand vous faites n, donc le n qui est ici, comme un N, mais bon, c'est plus un N, c'est que vous avez votre langue qui tape derrière les dents. Si vous faites N, vous pensez à la position de votre langue dans votre bouche, vous allez vous rendre compte que votre langue fait effectivement un trait qui est comme ça. Idem pour le K, idem pour le S, idem pour le N, qui sont donc des formes de la bouche et la manière dont vous allez positionner votre bouche. Et par exemple, le M, bah, c'est les lèvres qui forment le M. Faites le test, c'est assez intéressant. Quand vous regardez les lettres, quand vous faites le test et vous pensez au positionnement de votre langue, vous allez vous rendre compte que ces consonnes, effectivement, le moyen mnémotechnique, c'est que vous pensez à la position de votre bouche et vous savez, vous connaissez les consonnes coréennes. Donc en sachant qu'il y a 19 consonnes, donc 14 consonnes de base et 5 consonnes doubles. Consonnes doubles, c'est que vous allez avoir les 2 fois les K, 2 fois les N, etc. Je ne fais pas des cours de langue non plus. Hein. Le but est pas là, c'est surtout pour vous montrer l'explication de pourquoi c'est simple et pourquoi c'est accessible et pourquoi derrière on va le retrouver facilement dans l'art.
C'est vraiment le prisme du truc. Ça, vous avez plein de sites, hein. Hangul, vous avez plein de sites qui vous expliquent le coréen. Si vraiment vous voulez découvrir le coréen, je vous laisse aller voir vos... Je pourrais vous donner les sources hein, si ça vous intéresse. J'en avais déjà parlé, j'avais fait un live là-dessus. Je pourrais en refaire un si ça vous intéresse. Mais vous avez plein de supports aujourd'hui en ligne, en vidéo et autres pour apprendre le coréen. C'est très simple. Donc les consonnes, elles ont été faites pour imiter la forme de la bouche et de la langue, donc dans la prononciation, ce qui fait donc encore une fois un élément simple à retenir et un élément simple graphiquement parlant. Quand vous le voyez, il n'y a pas besoin de se dire attends, c'est un G, c'est un J, c'est un... Bon bah non, c'est un que, un E, c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les voyelles, par contre, n'ont pas été calées sur la bouche, elles ont été calées par contre sur les systèmes du yin et du yang, donc forcément on s'inspire de la Chine, mais évidemment de la cosmologie coréenne, où on a aussi ces deux concepts. En sachant que le yang, c'est plutôt les voyelles, ce qu'on va appeler les voyelles positives. Donc, si vous ne connaissez pas, ça c'est A, Ya, O, Yo. Et les voyelles négatives, plutôt yin, A, Ya ou You. Je rentre pas dans le détail, surtout si vous ne connaissez pas le coréen. Dites-vous juste que, pareil, en termes de moyens mnémotechniques, c'est assez simple de retenir. On a des voyelles qui sont plutôt positives, claires. On l'associe comme ça à des éléments mnémotechniques. La clarté, et le OU, le A, le YO, c'est plutôt quelque chose qui est négatif. Voilà, c'est juste, dites-vous juste que ce concept-là, il est aussi important, parce que pareil, dans l'art, il va y avoir certains artistes qui vont jouer justement avec un peu ce rendu de couleur, hein, blanc, noir, lumineux, etc. Vous avez aussi ce concept du yin et yang, qu'on retrouve concrètement hein, dans le Taegeuk, qui est le drapeau coréen. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs spécifique là-dessus, sur le drapeau coréen. D'ailleurs aussi, lui aussi, pourquoi il a été vraiment support dans le domaine artistique, je ferai un truc spécifique, juste pour que vous puissiez comprendre. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite sur cette slide. Vous voyez que sur le drapeau coréen, vous retrouvez le même symbole du yin et yang que vous devez connaître. Donc c'est juste pour vous dire aussi que ce principe du yin et yang, c'est très fort dans la cosmologie coréenne, et c'est une des sources, en tout cas c'est un des éléments qui a permis de fonder justement ce fameux système d'écriture. Autre concept très important, je vais donner au niveau de l'image, j'essaie de vous trouver une image à peu près potable, elle est un petit peu pixelisée, mais vous allez vite comprendre le pourquoi du comment. C'est que la conception même de ces voyelles, donc je vous remets les lettres, là vous les avez ici, hein, les voyelles qui sont toujours constituées d'un trait vertical et d'un petit trait horizontal, vous les avez en fait ici, ou d'un petit point, vous les retrouvez dans ce trio de tête. Pourquoi ? C'est qu'un autre moyen mnémotechnique a été de se rapprocher de la cosmologie, encore une fois, de la cosmologie coréenne, avec une représentation du trait qui lui représente la Terre, le trait vertical représente l'homme, et le point représente le ciel. Donc ça, c'est aussi un vrai concept très très fort dans la cosmologie coréenne, qui se retrouve vraiment partout, dans l'architecture, dans l'art, dans l'écriture, partout. Là aussi, ça vaudrait le coup de faire un truc spécial, un live spécial là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous laisserai me dire si c'est vraiment ça vous botte que je vous en parle. Mais c'est vraiment très central dans la compréhension de la culture coréenne. Quelque chose qui est assez fort, qu'on ne retrouve pas, à mon sens, qu'on ne retrouve pas dans l'écrit japonais, c'est autre chose. On va être sur d'autres sensations, le vide, le plein, on est sur autre chose. Mais en tout cas, ce trio de tête, on le retrouve vraiment qu'en Corée, et je trouve que c'est très intéressant quand on commence à appuyer sur ce détail de rapport entre l'homme et la nature, le ciel, et qu'on fait le rapprochement avec l'écrit, notamment avec le Hangul. Voilà, je trouve que c'est passionnant. Et vous allez voir ici, si on reprend les concepts de lumière, de yin et de yang, de lumière de lettres un peu négatives, donc les A, Ya, ou You, et plutôt les lettres positives A, Ya, O, Ya, et ben vous faites l'ensemble qui est le yin et yang. Donc c'est pour ça que je trouvais que cette image a été vraiment sympa, et comme vous pouvez voir, c'est que c'est un moyen finalement simple, mnémotechnique, de vous dire que, ok, les lettres, ah bah tiens, c'est plutôt la lumière, c'est positif, ok, ça représente l'homme, ah bah oui, j'ai l'homme qui est plutôt à droite ou sous le ciel, qui est sur la terre, etc. Donc vous comprenez pourquoi le Hangul, c'est vraiment un système d'écriture qui était à l'époque 1446, hein, un concept vraiment très simple à retenir, très facile d'accès. Aujourd'hui, évidemment, c'est simple pour nous, mais ce que je veux dire, c'est que toute la population coréenne était en capacité d'écrire coréen. Et ça, c'est vraiment la force, en tout cas, de ce système d'écriture.
Bien entendu, ce que je vous ai raconté là, les consonnes, forme de la bouche, les voyelles plutôt liées à la cosmologie, l'homme par rapport à son ensemble, le yin et yang, vous allez voir après que ça se retrouve dans l'art, clairement. Et pourquoi ça se retrouve dans l'art? C'est qu'évidemment tout ça, eh ben, on va être capable après de lui trouver des applications graphiques, par exemple. On va mettre plutôt les lettres lumineuses, on va plutôt les mettre en jaune. On va mettre les lettres plutôt sombres, bah voilà, on va les représenter par du bleu foncé, du noir, etc. Je schématise, mais vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Je vais vous montrer juste la petite vidéo qui est en bas, mais il faut aussi comprendre que le Hangul, c'est aussi une particularité de cette langue. Ça a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ça, je vous laisse d'ailleurs, si ça vous intéresse, d'aller voir le site UNESCO, qui vous donne la liste justement de ces patrimoines immatériels. Pourquoi le patrimoine immatériel? En gros, c'est l'UNESCO qui va dire que telle danse, telle langue, telle fête, c'est un patrimoine culturel, c'est un truc qu'on ne peut pas ne pas l'oublier. Et je trouve que c'est important en tout cas d'avoir marqué le Hangul, ce système d'écriture, comme un patrimoine qui est un patrimoine mondial, de l'humanité, et pas que coréen. Donc ça, c'est aussi important pour comprendre aussi l'ouverture du Hangul qu'on peut retrouver aujourd'hui dans toute la culture évidemment coréenne, le Hallyu. Il y a vraiment une vraie volonté de reconnaissance mondiale de ce système, chose qu'on n'a pas nous forcément. Au Musée national du Hangul à Séoul, je vous montre cette petite vidéo que j'ai trouvée. Il y avait une exposition justement du Hangul, donc là je commence à basculer un petit peu sur le Hangul d'un point de vue artistique, où vous allez voir que les lettres, on les retrouve en application partout, sous différents types, du mobilier, la vaisselle, il y a de l'art graphique. Vous voyez, toutes les lettres, ces lettres qui sont très graphiques coréennes, eh ben, on les retrouve vraiment partout dans l'art. Alors, essentiellement dans l'art contemporain. Ça, c'est évidemment toute cette sélection qui avait été faite au musée du Hangul à Séoul, qui a été reprise aussi au Centre culturel coréen à Paris. Vous retrouvez, en fait, c'est ça qui est très intéressant avec cette écriture coréenne, elle est, je dirais, un peu passe-partout. Donc d'un point de vue artistique. Si vous tombez sur cette chaîne, sachez que moi, mon prisme de lecture, et quand je vous parle d'art et d'antiquité. Bon, je suis historien de l'art, c'est mon métier, je travaille dans l'art, c'est vraiment ça. Donc je partais du Hangul pour vous expliquer et vous montrer aussi les différentes facettes du Hangul, de l'écriture, et c'est ça que je trouvais intéressant. L'idée, c'était pas de vous faire un cours de Hangul, mais vraiment vous montrer que le Hangul avait vraiment son application dans le design. Par exemple, si je m'arrête là, vous voyez le mobilier, de par évidemment les formes graphiques du Hangul, vous imaginez que les lettres, comme je disais, des lettres qui sont plutôt négatives, ou des lettres en négatif plutôt yin ou yang, en fonction de la pièce où vous voulez aller, où vous voulez positionner ces meubles, ou aussi dans la cosmologie, il y a un peu le même système un peu que le chi, le passage du chi dans une pièce. Bref, tout ça c'est aussi très important en Corée. Vous le retrouvez dans les meubles. Donc on pourrait dire que certains meubles ont été faits pour certaines pièces, certaines zones, en fonction de la lettre qu'ils représentent. Vous voyez le truc où ça peut aller quand même assez loin, et idem sur les tableaux, où on va avoir un rendu qui est évidemment lié à ces concepts-là. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Je vous invite à aller regarder le Centre culturel coréen à Paris, qui de temps en temps fait des petites expos liées au Hangul. Bon là, c'était une expo qui était particulière, c'était une grande expo qui avait lieu au musée justement du Hangul à Séoul. J'avance. Le Hangul, donc comme lettrage, encore une fois, c'est quelque chose qui, s'apprend très rapidement. 2, vous êtes en capacité de l'écrire très rapidement, et de jouer aussi avec ces lettres très rapidement. Et ça, il y a eu plusieurs artistes qui, évidemment, l'ont su, notamment via l'art traditionnel, comme je mets ici, de la peinture, mais surtout de la calligraphie. Comme au Japon, comme en Chine, la calligraphie, c'est un art à part entière, et c'est un art qui, je dirais, existe depuis bien avant le XIVe siècle, évidemment, mais qui avait vraiment explosé dès le XVe, dès le XVIe siècle, avec des artistes qui ont pris goût, en tout cas, à jouer avec les lettres. Ces lettres qui sont très graphiques, naturellement, on en vient à créer quelque chose, à en faire quelque chose, d'où la calligraphie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que progressivement, on a vu les artistes qui ont pris en main, entre ceux qui
sont écrivains de ceux qui font des poèmes. Vous avez aussi les artistes, les purs artistes qui sont eux calligraphes, type designers, ont commencé à jouer avec l'ensemble de ces lettrages, et notamment un artiste qui est un artiste contemporain qui s'appelle Kang Byung-in, je vous ai mis sa petite photo en haut à droite, qui lui a justement voulu reprendre cette ligne directrice de la calligraphie coréenne et de ce fameux Hangul et de jouer avec tout ça pour en fait en faire carrément des œuvres graphiques à travers la calligraphie, et en allant beaucoup plus loin, puisque dans son travail, je vous ai mis ici à droite 2 exemples, vous voyez que les lettres, il en fait même des dessins. C'est-à-dire que du mot qu'il commence à écrire, il en fait un personnage, ou des mots qu'il commence à écrire, il en fait un poème, voire quelque chose, une œuvre graphique à proprement parler. C'est-à-dire que l'écrit coréen, le Hangul, devient source et devient l'ADN, je dirais, d'une œuvre d'art. Ça m'a fait penser, moi, quand j'avais vu son travail, ça m'a fait penser tout de suite à un mouvement graphique / écrit qui a été initié notamment par un Français qui s'appelle Jérôme Peignot et qui avait sorti ce bouquin qui s'appelle Typoésie. Donc ça, je le mets aussi en parenthèse. On ne parle pas de coréen ici. Si vous aimez aussi bien le design graphique, de caractère graphique, le type design, la poésie ou les haïkus, voilà, la mise en forme de poèmes, regardez ce livre Typoésie, je pense qu'on peut encore le trouver encore aujourd'hui. Vous allez voir que c'est de la mise en une composition graphique de poèmes, de jeux avec les lettres, donc la latine, et bien justement le travail de Kang Byung-in me fait vraiment penser à ce travail-là. Donc je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. En tout cas, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on est donc ici sur des artistes qui ont pris goût à jouer avec ces fameuses lettres, les fameuses lettres coréennes, le fameux Hangul. Et c'était aussi pour ça que je voulais vous parler du Hangul, et qu'au-delà du fait que vous voyez cet écrit, le Hangul comme il est aujourd'hui, comme on le voit écrit dans tel texte, vous pouvez en faire plein de choses, et ce fameux Kang Byung-in a aussi créé des sculptures par rapport à ces lettres. Je vous remonte le dessin qu'il avait pu calligraphier ici, et il en a fait une sculpture. Donc je crois même que c'est le premier à avoir fait ça, c'est-à-dire avoir mis en sculpture un lettrage fait au départ à la main au pinceau. Donc je trouve que c'est assez dingue. Donc on est vraiment sur un artiste contemporain qui complètement modifie l'écrit, et tout en, encore une fois, conservant sa lisibilité. Pour quelqu'un qui en tout cas a l'habitude évidemment de lire du coréen d'un point de vue ce qu'on appelle l'écriture cursive, c'est très clair. Je vous ai mis ici une petite vidéo, je vais passer rapidement, je vous les mettrai dans le descriptif de la vidéo, du replay vous l'aurez, qui est une présentation justement du Hangul et de son histoire par cet artiste, très belle vidéo d'ailleurs, qui vous fait vraiment voyager en Corée, et qui, je vais avancer un petit peu, dans lequel il s'est amusé justement à reprendre ses calligraphies, et à en faire, à écrire et en faire derrière une œuvre calligraphiée. Vous voyez par exemple, Pi, le caractère devient la pluie, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, le caractère, c'est-à-dire que le mot, la waterfall, la chute, vous la voyez écrite ici en version cursive calligraphiée. Donc si vous voulez vous faire plaisir, partez en Corée en regardant cette petite vidéo qui est vraiment très très sympa. Je vous les mets dans le descriptif. Elle est juste... vous voyez en plus tous les paysages en Corée, qui vous fait dire que la Corée c'est juste un pays magnifique, au-delà des grandes villes qu'on peut imaginer ou connaître. La Corée c'est vraiment un pays nature, très nature. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal d'aller beaucoup plus loin que juste l'écrit qu'on pourrait imaginer. J'avance. Je redis encore, si vous avez des vidéos des questions en cours de vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions au visionnage de ce replay sur Twitch, sur YouTube, en commentaire, vous me les posez, ou en DM, joignable avec grand plaisir. Je vous ai mis aussi un petit topo des travaux de Kang Byung-in, qui est donc quelqu'un qui a été vraiment reconnu, qui est encore reconnu évidemment dans le monde de la calligraphie et du design graphique même. Il a participé à beaucoup de choses, notamment, il a été en tout cas, il a collaboré avec des marques, les marques de soju, les marques d'alcool, les marques de photos, de films, des dramas, etc. C'est quelqu'un qui a été vraiment proactif dans le lettrage coréen,
et dans le travail, dans la mise en forme de ce lettrage coréen. Donc c'est quelqu'un, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder ses travaux. Kang Byung-in, quelqu'un qu'on voit vraiment pas, même rarement, je veux dire pas ici en France. Il n'est pas représenté, ce qui est, bon, à mon sens, dommage, parce que je trouve que c'est vraiment un des acteurs qui a poussé aussi beaucoup de jeunes designers graphiques aujourd'hui, qui vont carrément dans la création de caractères coréens, que vous pouvez utiliser avec Word, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment inspiré beaucoup cette génération. Je vous ai mis aussi ici une vidéo, je vous mettrai en descriptif, où là, idem, il explique son travail, notamment, alors c'est une vidéo qui est en anglais, attention, dans laquelle il explique justement tout ce que je viens de vous dire sur l'histoire du Hangul, et surtout, c'est pour ça que je m'étais arrêté là, sur, ça c'est le Gym, hop, paf, juste aller ici, sur les applications, comme je vous ai montré, du Hangul du coréen, comment il en est venu justement à calligraphier sur Hangul et en faire des arts graphiques. Donc très belle vidéo à voir en anglais si vous voulez vraiment comprendre et aller un petit peu plus loin sur la compréhension de Hangul et comment du lettrage on en est venu à une calligraphie, de l'art calligraphique. Et regardez cette vidéo si l'anglais vous fait pas peur, top, par ce maître incontestable du Hangul, et plutôt du Hangul calligraphié. Voilà, Kang Byung-in. Si vous voulez que je vous fasse un petit focus sur son travail d'ailleurs plus généralement, vous pouvez me le mettre aussi en message. On pourra faire une vidéo sur son travail spécifique si c'est quelque chose qui vous intéresse. Autre grand nom de l'art du Hangul, c'est-à-dire quelqu'un qui a aussi été très important dans ce mouvement de compréhension du Hangul, puisque c'est vrai que le jeu autour de l'écrit, il s'est essentiellement fait au XXe siècle, hein. Ça a commencé au XIXe, mais surtout au XXe siècle où l'art graphique a explosé. Et on a cet artiste qui s'appelle Lee Ung-no en coréen. Vous connaissez peut-être parce qu'il y a eu des expos en France. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup influencé les arts graphiques coréens. C'est un artiste donc, qui vient évidemment Kang Byung-in de la calligraphie. C'est quelqu'un qui a été en capacité de jouer de la calligraphie coréenne. Mais lui, à la différence de Kang Byung-in, qui a eu vraiment eu une recherche autour de l'écrit coréen, le Hangul, de comment modifier les lettres pour leur donner un sens, leur donner la vie, leur donner vraiment quelque chose du caractère. Lui, Hang Lee, il s'est vraiment inspiré de l'art occidental, de l'art moderne. Il est allé, je dirais, sur un autre pan. Lui, son rôle a été vraiment d'exploiter toute la force de ces caractères écrits coréens et d'en faire notamment des œuvres picturales, des tableaux ou de l'art graphique. Moi, vous voyez à droite au niveau de cette affiche, où il est parti en fait plutôt des caractères pour en créer des œuvres. Donc là, lui, pour le coup, il n'était pas dans l'écrit à écrire quelque chose qui avait une dimension graphique, il était vraiment à utiliser ces caractères pour complètement déformer la chose et en faire un tableau qui, là, pour le coup, comme vous avez sous les yeux, devient carrément une œuvre picturale et on lit même plus le coréen là. Donc, mais on ressent qu'il y a quand même des lettres. Il s'est inspiré de quelque chose. Et après, il a tiré tout ce truc-là à des représentations plutôt graphiques d'hommes. Et donc, il va mélanger le lettrage à ces représentations d'humains. Et je trouve que c'est très intéressant aussi comme approche picturale, les Ung-no. C'est l'homme des foules, voilà, c'est une expo qui avait lieu au musée Cernuschi, qui vous permet de bien comprendre aussi, je vous la mettrai en description comme ça vous l'aurez, mais qui me permet de bien comprendre aussi son travail, puisque encore une fois, lui au départ est calligraphe. Je vais juste vous montrer des tableaux, ça c'est une vidéo en français, pour une fois, merci musée Cernuschi, où vous voyez que c'est quelqu'un qui est déjà calligraphe. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est une autre approche complètement différente de Kang Byung-in, c'est pour ça que je voulais parler de lui, parce que vous voyez ce tableau, vous vous dites, bon, c'est de l'art, ok, c'est moderne, c'est... En fait, vous vous dites pas qu'au départ, il est parti quand même du Hangul, qu'il est parti de ses caractères écrits, toute son histoire de calligraphie. Et en fait, même s'il y a certains tableaux, c'est clair, voilà, on est sur de la calligraphie, il y en a d'autres où c'est moins flagrant, voilà, tout ça, on est vraiment parti du caractère coréen. Et pourquoi je vous montre ça, c'est aussi pour vous montrer que finalement cet écrit coréen, il a cette capacité
très probablement, hein, encore une fois, de par aussi la forme de ces lettres qui sont en elles-mêmes très graphiques, très géométriques. Et puis, sur le fond, évidemment, sur le rapport, comme je disais, au yin-yang, à l'énergie, à l'homme, à la position dans la bouche, bref, à tout ce qu'on va être capable, de la manière d'ailleurs dont ce système a été inventé. Les artistes comme Lee Young-no ont été capables de tirer de fond, de fondement vraiment qui donne de l'histoire, qui donne de la valeur à ce Hangul pour en créer des œuvres abstraites. Donc on part vraiment du concret, de l'écrit clair net que tout le monde peut comprendre, à vraiment de l'abstraction. Et là, on tire vraiment dans l'œuvre d'art de Lee Young-no. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à la base, on parle de l'écrit et on en arrive aux hommes, quoi, à la foule. Et je trouve que c'est assez beau comme travail. Et c'est vrai que lui, c'est aussi un artiste, en tout cas, qu'il faut vraiment connaître si vous voulez, en tout cas, si vous aimez la Corée, si vous voulez l'art coréen. C'est un des grands noms, en tout cas, de l'art moderne coréen. Vous pouvez pas passer à côté de Lee Young-no. Donc très belle vidéo que je vous mettrai aussi en description. Vous voulez essayer ici, vous voyez, hop, celui-ci, moi il m'intéresse particulièrement puisqu'on parle vraiment d'écrit, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'écrit en mode cursive, sauf qu'en fait, au lieu que ce soit un pinceau, vous voyez que ce sont à chaque fois des formes que lui-même a dessinées, hein, mais des formes d'hommes comme si c'était une foule qui écrivait quelque chose. Je trouve que ce tableau, il est incroyable, quoi. En tout cas, cette œuvre est incroyable. Autre vidéo qui me paraissait intéressante, c'était du centre culturel, je ne sais plus, du centre culturel, je crois que c'était en Espagne ou Mexique, un truc comme ça. Si ça vous intéresse, je vous l'ai mise ici, c'est Jeju Han qui est un professeur qui raconte aussi très très bien tout ce que je viens de vous raconter. C'est en anglais, hein, de manière un petit peu plus poussée, c'est une vidéo qui dure 1 heure, sur justement tout le détail, ce que je vous ai détaillé dans quelques slides. Si vous voulez en savoir plus, vraiment sur la position des lettres, aller beaucoup plus loin sur les yin-yang, vraiment mieux comprendre peut-être la forme de ces lettres par rapport à la position de la bouche, regardez cette vidéo. Je vous l'ai remis juste ici parce que c'est un peu difficile de trouver des bonnes ressources sur Internet. Donc là, vous avez tout. Voilà, si vous voulez vraiment comprendre, si ça vous intéresse, et d'ailleurs, tiens, je vais m'arrêter là-dessus, sur justement ce travail typographique autour du coréen. Annyeonghaseyo, vous voyez que le format des lettres est très graphique. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que même là, si vous faites vous un petit peu de coréen aujourd'hui, vous arrivez à lire ces lettres qui sont très simples finalement en termes de forme. Vous dites c'est super simple. Et puis en fait, c'est en même temps très graphique, très, je dirais même un peu futuriste dans le positionnement, dans la manière dont les gros traits sont faits. Et vous arrivez à lire tout ça. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc vous avez évidemment Annyeonghaseyo, Pangam Sumnina, etc. Vous avez du coréen qui est écrit un petit peu différemment. Donc je vous invite à voir aussi cette vidéo qui vous intéresse. De là, on entend plus. Je reviens un petit peu plus sur le domaine du type design, de l'écrit, de la forme de ces caractères. Donc, mais ça peut vous donner aussi des idées. Peut-être vous-même, si vous faites un petit peu coréen, de vous amuser aussi à dessiner, à peindre des lettres coréennes et aller plus loin que ce que vous pourriez imaginer. En tout cas, voilà. Moi, je vous invite à vous amuser avec le lettrage coréen parce que je trouve que c'est une langue qui est incroyable, quoi. En tout cas, c'est un mode d'écrit qui est incroyable. Donc cette vidéo, très bien, je vais vous la mettre aussi en description. Voilà, j'ai fini sur cette petite présentation du Hangul par Koke-san. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Vous voyez, j'ai essayé de vous expliquer, en tout cas de vous mettre les pieds dans ce grand bain qui est le bain du Hangul, qui est très facile d'accès. Si vous souhaitez que je refasse une vidéo sur l'apprentissage du Hangul, du coréen, avec un peu les sites, les applications, mes tips ou les routines, n'hésitez pas à me dire. C'était quelque chose que j'avais fait, mais c'est vrai que je l'avais fait en une fois en parlant du japonais et du coréen. On pourra peut-être refaire ça si ça vous intéresse. Si vous souhaitez que je pousse aussi un petit peu sur d'autres applications ou d'autres artistes qui ont pu appliquer le coréen dans leur parcours artistique, n'hésitez pas. En tout cas, je vous invite vraiment à découvrir les artistes dont je viens de vous parler, Kang Byung-in et Lee Young-no, qui sont vraiment deux grands noms qui ont été vraiment majeurs
dans cette transition, en tout cas entre l'écrit qui sert à raconter des choses, à lire, et l'art. Je trouve que ce sont deux artistes qui ont été majeurs, clairement, dans cette approche. Et là aussi, peut-être qu'on fera des vidéos spécifiques sur chacun de ces artistes. Voilà, je ne les ai pas résumés en 2 minutes, mais on ne peut pas travailler, en tout cas parler d'un parcours comme Lee Young-no. Lee Young-no, il faut faire un live rien que sur lui, c'est incroyable. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pendant ce live graphique. Angle. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce live est comme d'habitude disponible en replay. Va être disponible en replay sur Twitch à peu près 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, et évidemment en replay sur YouTube dans la foulée. Donc de toute façon, vous pourrez toujours y accéder. Et comme je disais tout à l'heure, des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et encore une fois, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous maintenant. Alors, très probablement semaine prochaine, je vais voir. Je pense que je ferai un live que lundi prochain. Lundi, parce que là on passe en mode vacances, et semaine prochaine, je serai un peu off. Donc en fonction de mon temps, je ferai peut-être un live ou pas. En tout cas, sachez que les lives, pour avoir le planning de live, je les poste toujours soit le dimanche, soit le lundi matin. Je vous invite à me suivre, Kogei-san, peut-être sur Twitter, si vous y êtes, Twitter X, si vous y êtes. De toute façon, je programme aussi ce planning. Je le poste sur Instagram, sur TikTok. Je le mets sur la fiche Twitch, la bio Twitch. Donc de toute façon, le programme, vous l'avez. Dites-vous juste que je fais des lives tous les jours, sauf le mardi, 18h45. Le midi et demi, le mercredi, jeudi, vendredi, selon des actus. Donc voilà, sinon le soir c'est 18h45, comme ça vous savez tout. Et encore une fois, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite, alors déjà 19h30 vendredi, un très bon apéro avec modération. Et puis sinon évidemment un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Merci, salut.